viens de trouver ma femme. Je ne comprends pas ce qui se passe. Un massage cardiaque. J'ai besoin d'un massage cardiaque. C'est le chaos total. L'enregistrement du 911 vient d'être publié alors que nous suivons une mise à jour majeure dans l'affaire choquante du meurtre mystérieux d'une mère retrouvée poignardée à mort dans sa maison de banlieue en plein jour. Il y a du sang partout. Des semaines après son homicide, aucun suspect, aucune arrestation. Et maintenant, nous entendons cet appel bouleversant au 911 que son mari a passé après avoir prétendument découvert son corps. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas ce que... Nous analysons cet appel frénétique au 911 récemment publié, alors que son mari est devenu le centre de toutes les spéculations. Et la décision qu'il vient apparemment de prendre alors que les questions sur ce qu'il a vu deviennent de plus en plus pressantes. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Comment quelqu'un peut-il être poignardé à mort apparemment en plein jour chez lui et 5 semaines plus tard? Il n'y a aucune arrestation et il n'y a aucune réponse. Mais maintenant, nous entendons le chaos d'un appel au 911 qui a été passé vers 16h30 l'après-midi du 6 juin depuis une maison dans le nord du New Jersey. Le 911 fonctionne, indiquez l'adresse de l'urgence. C'est le New Jersey. C'est la voix de Connor Hanlon. Il est le mari de Brooke Hanlon. Ce couple vivait dans cette maison à Chester Township, dans le New Jersey, en banlieue de New York. Et la police a été lente à divulguer des informations sur cette affaire et sur ce qui est arrivé à Brooke, alors qu'ils essaient de comprendre comment elle a été tuée et qui l'a tuée. Je vais maintenant vous rapporter ce que Connor, son mari, a dit à l'opérateur lors de l'appel au 911. Maintenant, d'après ce que nous avons appris sur Brooke Hanlon ces dernières semaines, nous savons qu'elle n'était pas seulement une épouse, mais aussi une jeune maman. Elle et Connor ont eu un bébé il y a tout juste 1 an. Citation. Brooke était la personne la plus douce et la plus pure que j'ai jamais connue de toute ma vie. C'est ce qu'a déclaré la sœur de Hanlon Page à Fox News. Elle dit « Tout ce que je sais, je l'ai appris d'elle. Je n'ai jamais vécu sans elle. Elle m'a tout appris. » Et on se demande simplement, qui pourrait avoir un problème avec quelqu'un qui semblait tellement aimé et tellement aimant? Maintenant, il est important de noter que le travail que Brooke faisait n'était pas un métier pour les âmes sensibles. Brooke travaillait comme psychothérapeute. Alors nous avons vérifié cela. Et selon WebMD, c'est quelqu'un qui aide les gens à gérer des problèmes émotionnels, des problèmes de santé mentale ou simplement des moments difficiles de la vie. Je veux dire, c'est un travail éprouvant quand on pense aux interactions que l'on doit avoir toute la journée. Et on se demande, à mesure que cette affaire avance, qui sont les personnes qu'elle a croisées au travail et qu'est-ce que ces personnes traversaient? On ne le sait pas. Sur son profil LinkedIn, Brooke dit qu'elle est, je cite, une personne très motivée, responsable et compatissante. Titulaire du titre de LPC, c'est-à-dire conseillère professionnelle agréée et autorisée à exercer dans le New Jersey. Expérience variée dans différents contextes, travaillant avec des enfants, des adolescents et des familles ayant besoin de conseils, d'assistance thérapeutique, de ressources et d'autres formes de soutien. En ce qui concerne sa vie personnelle, nous savons qu'elle et son mari, Connor, se sont mariés en 2021. Ils se sont rencontrés à Boston. C'est de là que vient Connor. Ensuite, ils ont déménagé dans le New Jersey où Brooke a grandi. Et pour l'instant, il n'est pas clair ce qui se passait dans la maison en long le jour où Brooke a été tuée. Il n'est pas non plus clair comment son mari l'a trouvée. Dans quelles circonstances cela s'est-il produit? Et beaucoup de ce que nous avons appris dans cette affaire provient de cet appel au 911 qui vient d'être rendu public. Mon Dieu, j'ai besoin d'une ambulance. D'accord, Chester Township, c'est bien ça? Chester Township. Mon Dieu, il y a beaucoup de courses là-dedans. Je ne sais pas. Vous écoutez l'appel et entendez le mari de Brooke dire « il y a une lacération ». Le médecin légiste a pratiqué une autopsie sur son corps et a conclu que la cause du décès était de multiples blessures par arme blanche. Et le mode de décès a été qualifié d'homicide. On y arrive? Restez en ligne et cherchez plus d'infos, d'accord? Merde! S'il vous plaît, je ne sais pas quoi dire, mais j'ai besoin de vous ici. J'ai besoin de vous ici tout de suite. Monsieur! Elle saigne et elle est inconsciente. Est-ce bien ça? D'accord. Mon Dieu, mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu! Ne vous inquiétez pas, monsieur! D'accord. Les ambulanciers arrivent. Restez en ligne. Oui. Quoi?
Si un défibrillateur est disponible, envoyez quelqu'un le chercher et prévenez-moi dès que vous l'avez, monsieur. Non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Pas disponible, d'accord. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas ce que... Mettez votre téléphone sur haut-parleur pour avoir les mains libres, monsieur. Le haut-parleur est activé. Le haut-parleur est activé. J'ai dit ne le bouge pas, frérot. Non, s'il te plaît, ne le bouge pas. Attends un instant. Non, 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 non. D'accord. Écoute attentivement. Je vais vous expliquer comment faire des compressions thoraciques. Placez le talon de votre main sur le sternum, au centre de la poitrine, entre les mamelons. Donc coupe, c'est l'une des coupures. Je suis désolé, qu'avez-vous dit, monsieur? Il y a du sang partout. D'accord. Pouvez-vous placer le talon de votre main sur le sternum, au centre de la poitrine, juste entre les mamelons, et mettre l'autre main par-dessus? Oui. D'accord. Très bien. Appuyez fort et rapidement sur la poitrine, au moins 2 fois par seconde et à une profondeur de 5 cm. D'accord. Laissez la poitrine remonter complètement entre chaque pression. Nous le ferons 600 fois ou jusqu'à l'arrivée des secours. Comptez à voix haute pour que je compte aussi, d'accord? 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, continuez. Monsieur, vous vous débrouillez très bien. On fera ça 600 fois ou jusqu'à ce que les secours prennent le relais, d'accord? J'ai besoin que vous. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. De l'aide arrive, monsieur. Continuez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1. 2, 3, 4. Monsieur, essayez de prendre une grande inspiration, monsieur. Prenez une grande inspiration, monsieur. Je ne plus prêt. Êtes-vous? Vous... Est-ce que vous faites toujours les compressions thoraciques, monsieur? Bien sûr, oui. 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, Continuez, monsieur. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ils arrivent aussi vite qu'ils peuvent, monsieur. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 3, 4. 1, 2, 3, 4. En écoutant cet appel, vous entendez l'opérateur guider Connor pour les compressions thoraciques et Connor crier. Vous entendez le chaos qui règne dans cette maison alors qu'il essaie apparemment de sauver sa femme. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2. 1, non. 2, 3, 4. 1, 2. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Essayez de prendre une grande inspiration, monsieur. 3, 4. 1, il m'en faut un. Non, 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 frère. 1, non. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. Et monsieur, je sais que vous me l'avez dit, mais vous êtes où dans la maison? Au deuxième étage. Deuxième étage, d'accord. D'accord. Continuez. 1, 2. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je gère, c'est ça. Brooke, allez, Dorby. Allez, allez. Continue. Monsieur, 1, 2. 3. 2, 3, 4. Quoi le 5? Où y a-t-il une grande coupure? Il y en a une sur sa poitrine. Il y en a une juste en dessous de sa poitrine. D'accord, d'accord. Continuez, monsieur. 1, 2, 3, 4. Je ne... Ok. Continuez, monsieur. Les secours arrivent. Continuez jusqu'à ce qu'ils prennent le relais. J'ai besoin de toi, Irène. 1, 2, 3, 4. Continuez simplement. Ils sont juste dehors. Continuez simplement jusqu'à ce qu'ils prennent le relais, d'accord? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous vous en sortez très bien, monsieur. 1, 2, 3. 4. Non. 3. 4. 1, 2, 3, 4. Vous avez dit que la porte d'entrée est ouverte. Monsieur? D'accord, je vais tenir les secours au courant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. Continuez, monsieur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Continuez, monsieur. Oui, 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 oui. Oui, venez ici, venez ici.
Continuez jusqu'à ce qu'ils prennent le relais, monsieur. Continuez jusqu'à ce qu'ils prennent le relais. Non, 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 non. Est-ce que ce sont les intervenants? Monsieur? Oui, oui. D'accord, vous pouvez leur parler. Monsieur, d'accord, je l'ai trouvé. J'ai besoin de toi. Vous entendez le mari dire, je cite, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Vous l'entendez répéter cela à Brooke pendant qu'il fait le massage cardiaque. À la fin de cette partie de l'appel, vous pouvez l'entendre dire aux secours qui sont enfin arrivés sur place qu'il l'a, je cite, trouvé. Et vous pouvez aussi entendre dans cette partie qu'il dit que Brooke est au premier étage de la maison. Cet appel au 911 a duré 6 minutes et 38 secondes. Depuis ce jour, la police n'a presque rien dit sur cette affaire. Il a en fait fallu environ 3 semaines aux autorités pour confirmer le nom de la victime comme étant Brooke Hanlon. On ne sait pas pourquoi. Dans chaque service, chaque affaire est différente en ce qui concerne les informations divulguées au public. Mais dans cette situation, ils sont restés très discrets. Nous savons qu'il y a une récompense de 1 000 $ qui a été offerte pour toute information menant à une arrestation ou simplement des informations sur ce qui a pu se passer. Maintenant, en ce qui concerne Connor, qui a passé cet appel frénétique au 911, il n'a pas été inculpé et il n'a pas été accusé d'aucun acte répréhensible. Il n'a pas été désigné comme suspect. Cependant, nous avons un développement important concernant ce qu'il a fait au cours des dernières semaines, alors que l'affaire se poursuit et que le public en apprend davantage à son sujet. Nous savons que Connor Hanlon vient d'engager un avocat. C'est ce qu'affirme Fox News Digital. Le rapport indique que Connor Hanlon a communiqué avec les forces de l'ordre au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête. Fox affirme que les forces de l'ordre leur ont confirmé avoir parlé à plusieurs membres de la famille dans cette affaire. Maintenant, il y a un point intéressant dans l'article publié par Fox. Lorsqu'ils ont demandé aux forces de l'ordre s'ils considéraient que Connor coopérait avec les enquêteurs, ils ont choisi de ne pas commenter cela. Encore une fois, il n'a été accusé de rien. Il n'a pas été désigné comme suspect. Nous parlons peut-être de cela, et quand on écoute cet appel au 911, cela semble certainement très émotionnel. C'est un homme qui vient de perdre sa femme, la mère de son enfant. Et il doit potentiellement faire face au mystère de tout cela, mais à un niveau émotionnel bien plus intense que quiconque suit cette histoire. Connor n'a pas encore publié de déclaration ni dit quoi que ce soit publiquement à propos de ce qui s'est passé. Maintenant, certains médias ont pris des photos de paparazzi de lui devant chez lui. Encore une fois, il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'un veuf qui a perdu sa femme d'une manière incroyablement tragique et qu'il soit une victime dans cette histoire. De nombreux inconnus subsistent dans cette affaire. Nous ignorons toujours quel avocat représente Connor, ni de quel type d'avocat il s'agit, alors que l'enquête continue. Et il est important de noter que le fait que quelqu'un prenne un avocat ne signifie pas que cette personne est coupable de quoi que ce soit ou qu'elle a fait quelque chose de mal. Maintenant, toute personne ayant des informations sur ce qui a pu arriver à Brooke Hanlon est encouragée à contacter le bureau du shérif du comté de Morris, New Jersey, ou le département de police de Chester, ou encore le bureau du procureur du comté de Morris, comme vous pouvez le voir ici dans un communiqué de presse qui a été publié sur Facebook. Nous recevons maintenant pour en discuter avec l'ancien détective du NYPD, David Sarnier. Merci de votre présence. Vous savez, nous avons écouté dans plusieurs affaires des appels au 911. Dans celle-ci, qu'est-ce qui vous frappe dans ce que nous entendons du mari de Brooke Hanlon? On entend quelqu'un visiblement sous le choc, mais on ne sait pas. C'est ce que je répète pour les appels au 911. On ignore qui a appelé. C'est pourquoi, en tant qu'enquêteur, nous devons les interroger. Vous savez, cet événement se résume à un laps de temps d'environ 5 ou 6 minutes. Il a l'air choqué, il a l'air bouleversé, il essaie de faire un massage cardiaque. L'opérateur du 911 fait un travail fantastique, si je peux le dire ainsi, en gardant une attitude très contrôlée pendant toute cette situation. Il essaie de calmer, vous savez, calmer l'aplomb que l'on identifie comme le mari, et il fait des compressions. Il lui explique comment faire les compressions. Il y a beaucoup de choses à gérer. Et c'est à cela que ça se résume. Il observe une lacération sur le sein ou autour de la zone de la poitrine. Il dit qu'à un moment donné, la porte est ouverte en bas. Sa femme est au 2e étage. Il l'appelle. Il fait tout cela. Ce à quoi servent ces appels au 911, et je dis toujours que ce n'est pas seulement basé sur un seul élément pour établir des motifs raisonnables. Il doit y avoir plusieurs facteurs. Vous savez, les gens le voient comme le principal suspect. Ce n'est pas parce que vous avez un appel au 911 et qu'il a l'air bouleversé, vous savez, que l'enquête s'arrête là. Donc, j'entends un appelant au 911 qui est en détresse, qui essaie de porter secours. Et l'opérateur du 911 fait vraiment du bon travail en gardant l'appelant concentré sur la réanimation pour cette femme à ce moment-là.
Il ne sait même pas encore si c'est sa femme ou non. Il entend juste, il dit aussi, Brooke pourrait dire quelques mots pendant qu'il fait les compressions. Beaucoup de ces éléments comptent, mais ce n'est qu'une partie de ce que nous avons. La meilleure chose que l'on puisse dire à propos de cet appel, c'est qu'il fige dans le temps l'observation de sa femme retrouvée à l'étage vers 16h30 au moment où l'appel au 911 a été passé. Donc maintenant, les détectives et les enquêteurs vont examiner la période précédant l'incident. Et c'est là que nous pouvons figer la situation et analyser ce qui s'est passé avant l'incident. Oui, je pense aussi que ça dure 6 minutes 38 quand on écoute. Comme dans un cas déjà évoqué et bien connu des téléspectateurs, celui de Caleb Flynn, accusé d'avoir tué sa femme dans l'Ohio. L'appel au 911 dans cette affaire et il doit passer en jugement. Je crois que c'était prévu pour plus tard, cet automne. Vous savez, dans cette situation, je me souviens de Caleb Flynn et de certains signaux d'alerte que les gens avaient remarqués à l'époque. Bien sûr, il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, mais il connaissait déjà des détails précis sur ce qui était arrivé à sa femme. Vous savez, et on peut l'entendre dans l'appel au 911, il dit qu'elle a été abattue de 2 balles, et il est très clair à ce sujet. Dans ce cas, vous savez, il semble que le mari de Brooke Hanlon, il y a juste ce choc que l'on s'attendrait à voir chez quelqu'un qui découvre son conjoint dans une telle situation, où il y a ce moment où il dit mon Dieu, elle a une lacération sur la poitrine. Contrairement à cela, je pense qu'il y aurait un signal d'alarme s'il avait déjà eu connaissance de ces lacérations avant l'appel téléphonique. Exactement. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Vous savez, chaque personne réagit différemment face à une urgence, à une situation de crise ou à quelque chose de choquant. Donc, il faut vraiment, vous allez établir une base de référence le concernant en ce qui concerne l'enquête. Personne n'est au-dessus de tout soupçon. Personne n'échappe aux vérifications. Quand vous lui parlez lors de l'entretien, il a désormais un avocat. Mais lors de cet entretien initial, dans la vidéo de la caméra corporelle, si les agents l'avaient allumé à ce moment-là, qu'a-t-il dit aux enquêteurs avant tout cela? Où était-il? Où est le bébé dans tout ça? Parce qu'ils ont un bébé vraiment très jeune. Où est le bébé à ce moment-là? En tant que détective, nous cherchons. Je ne veux pas avoir de biais de confirmation. Et c'est une chose à laquelle nous devons faire attention. Il ne faut se focaliser sur rien. Si vous pensez à un éléphant rose, vous pensez à un éléphant rose. Nous prenons en compte toutes les circonstances car il s'approche de chez lui, mentionne être au deuxième étage, crie à propos de sa femme et effectue des compressions. Vous savez, les gens se demandent pourquoi il fait des compressions, pourquoi il contrôle le saignement. Nous ne connaissons pas la scène. Et c'est justement l'autre point. Nous ne connaissons pas la scène. Il fait cette remarque pendant les manœuvres de RCP qu'il est censé faire à ce moment-là. Nous ne nous basons que sur l'audio. C'est ça le truc. Quand les agents arrivent sur les lieux, il y aura plus d'éléments. C'est pour ça qu'on n'aime pas dire que c'est cette personne qui l'a fait. Et ensuite, on concentre tout là-dessus. Laissez l'enquête avancer. Vous devez fouiller la scène de crime. Vous avez un mandat pour perquisitionner la maison et allez vous en charger. Vous allez interroger la seule personne que vous pouvez, c'est-à-dire le mari qui l'a trouvé en premier. Ensuite, vous analyserez sa vie de près. Comment savait-on qu'elle serait chez elle à ce moment? Pourquoi le bébé était-il souvent avec elle et pourquoi était-il à la maison? Ou qui surveillait le bébé pendant ce temps? Donc, beaucoup de ces questions vont ressortir. C'est pourquoi, vous savez, quand on voit que les gens veulent sortir les fourches et les torches et dire c'est lui, on ne se base pas sur ce qu'on pense, mais sur ce qu'on peut prouver. Et c'est vraiment, ça fait partie du puzzle des enquêtes à venir. Je trouve toujours ça intéressant parce qu'il y a des affaires où, vous savez, on procède plus rapidement à une arrestation et ensuite il y a une conférence de presse. Dans ce genre d'affaires, on n'a pas entendu certaines des formules habituelles des forces de l'ordre. En réalité, ils n'ont pratiquement rien dit. Pourtant, on entend souvent c'était un incident isolé. Or, ils ne l'ont pas dit. Le public est-il en danger? Ils n'ont pas vraiment répondu, alors que si quelqu'un s'introduisait dans des maisons du nord du New Jersey pour attaquer des gens au hasard, on s'attendrait à plus de réaction des forces de l'ordre. Qu'en pensez-vous? Je veux dire, il aura fallu 3 semaines pour même prononcer le nom de Brooke Hanlon comme victime dans cette affaire, alors qu'il y avait déjà des rapports indiquant qu'il s'était passé quelque chose. Que pensez-vous de la façon dont les forces de l'ordre gèrent cette affaire, simplement avec les informations qui sont officiellement publiées? Ils ont été très discrets. Et je dois dire que, vous savez, attendre quelques semaines avant même d'annoncer le nom de la victime de ce meurtre. De nombreuses agences ont déjà communiqué dès qu'il se passe quelque chose. Un incident comme celui-ci, ils diraient que c'est un cas isolé. Ils n'ont rien fait de tel. Ils ont simplement dit qu'il y avait eu un meurtre et c'est tout. On ne savait même pas où cela s'était passé. Évidemment, la commune de Chester le sait et le comté de Maurice aussi, mais c'était vraiment surprenant de voir à quel point ils sont restés discrets. Et rien n'a fuité du tout. Donc, c'est bon pour l'enquête.
C'est mauvais pour les médias car cela entraîne des spéculations et beaucoup vont sur les réseaux sociaux pour affirmer voilà ce que c'est. Nous ne nous en préoccupons pas. Un enquêteur ne se préoccupe pas du bruit autour de l'affaire. Nous nous concentrons sur les faits, la scène de crime, les preuves qui peuvent être des preuves médico-légales provenant de la scène, des preuves numériques comme les ordinateurs, d'autres appareils informatiques et ce genre de choses. Donc, vous allez aussi approfondir la victimologie, la relation, même parce que vous devez le faire. C'est votre travail. Ce n'est pas parce que nous pensons que la personne, le mari, l'a fait. Nous devons en fait tout examiner parce que cette enquête est toujours en cours. Elle a été très discrète. En tant que détective, je suis impressionné par leur discrétion à ce sujet. On voit cela avec beaucoup d'agences dernièrement où ils gardent vraiment le silence et ne disent presque rien. Il n'y a pratiquement pas de presse, pas de vraie couverture médiatique à ce sujet. Le rapport d'autopsie a été publié. L'appel au 911 a été rendu public. Et puis, il y a des gens qui obtiennent des informations grâce à la loi sur la liberté d'information, mais ces enquêteurs restent très discrets. Ces enquêteurs ont demandé de l'aide. Ils ont sollicité l'aide du public, mais cela ne signifie pas qu'ils n'ont rien fait. Ils complètent simplement l'enquête. Oui, parce que je peux dire, en étant du côté des médias, dans ma carrière, bah, c'est toujours cette question. Est-ce que le public est en danger? Cela place alors un chef de la police, un procureur ou toute personne tenant une conférence de presse dans une situation difficile. Parce que si ce n'est pas quelqu'un du foyer et que ce n'est pas un incident isolé, comme un incident familial, alors cela suscite réellement de l'inquiétude dans la communauté. Comme une sorte de Jack l'Éventreur qui rôde et commet ses crimes odieux. Et à ce stade, nous ne savons vraiment pas s'ils ont des suspects et ils ne le disent pas publiquement. Le rapport de Fox News indique que le mari de Brooke Hanlon a maintenant un avocat. Nous avons beaucoup d'avocats de la défense dans cette émission qui disent que si vous vous faites arrêter, il y a des avocats de la défense qui diront que vous ne devriez jamais rien dire à la police. Mais vous savez, dans cette situation, nous ne savons pas de quel type d'avocat il s'agit. Nous ne connaissons pas les circonstances qui l'entourent, mais simplement du point de vue d'un enquêteur. Quand vous avez quelqu'un qui peut ou non être un suspect, il n'a été accusé d'aucun méfait. Je veux juste continuer à le répéter. Mais qu'est-ce que cela indique aux enquêteurs si vous découvrez que cette personne, qui est assis le principal témoin dans cette affaire, a un avocat? Eh bien, ça peut changer la dynamique. L'image est mauvaise médiatiquement selon moi. Pourquoi prend-il un avocat? Pourquoi refuse-t-il d'aider? Mais pour revenir à la même chose, vous avez un droit. Vous avez le droit à un avocat. Je ne sais pas. Nous ne connaissons pas l'entretien qui a eu lieu avant qu'il prenne un avocat. C'est la seule chose. Vous ne savez rien de cette affaire. Nous ignorons quand il a engagé un avocat ou de quel type il s'agit. Cela pourrait être un avocat pénal, immobilier ou autre. Nous n'en savons rien. Mais est-ce dans son intérêt de le faire dans ce type d'affaires? Oui, parce que nous avons vu des personnes qui ont été accusées à tort, qui ont été arrêtées. Donc, c'est peut-être ce qu'il fait. Maintenant, l'autre aspect, c'est que je crois que le bébé est avec sa famille. Lui, il est retourné dans le Massachusetts. Donc, cela rend difficile de lui parler davantage parce qu'il a droit à l'assistance d'un avocat, ce qui signifie que l'avocat doit être présent à ce moment-là. Si nous avons d'autres questions, l'avocat devra être présent. S'il refuse de répondre, ils peuvent arrêter. Donc, ce qui compte, c'est l'appel au 911 et tout ce qui a été dit avant qu'ils ne prennent un avocat. Donc, c'est parfois un facteur, mais il est prévu dans le système de justice pénale américain d'avoir un avocat pour ce genre d'affaires. Et tu penses même, d'un point de vue des relations publiques, qu'il y aura des gens qui vont dire: «Ah, tu vois, il prend un avocat». En même temps, si tu recherches le nom de ce gars sur Facebook, tu trouves des gens qui l'accusent, tu sais, dans le tribunal de l'opinion publique, de meurtre. Et maintenant, tu passes soudainement du statut de citoyen ordinaire à celui d'une personne connue, et tu as des paparazzis qui prennent des photos de toi. Je ne suis pas surpris qu'il cherche à obtenir des conseils juridiques, et c'est certainement son droit de le faire. On verra comment l'enquête va se dérouler. Est-ce que tu es surpris? Je veux dire, et c'est malheureusement la partie morbide de cette conversation. Tu sais, dans l'appel au 911, on l'entend dire qu'il y a du sang partout. Les attaques au couteau sont des scènes de crime vraiment horribles. Es-tu surpris qu'après 5 semaines, il n'y ait toujours aucune arrestation? On ignore s'il traque quelqu'un, mais quand on pense à ce type de scène, au fait que quelqu'un ait pu s'enfuir et aux preuves qu'il aurait pu emporter avec lui, si c'est bien ce qui s'est passé. Est-ce que tu es surpris qu'après 5 semaines, ce soit aussi silencieux qu'il y paraît? Eh bien, c'est silencieux à l'extérieur, mais à l'intérieur, je te garantis qu'ils attendent les résultats des analyses médico-légales numériques. Tu pourrais chercher des antennes relais, leur localisation, voir où, car il y a de nombreux éléments que cet appel au 911 ne fournit pas.
et beaucoup de choses qui sont des questions auxquelles on répondra par ailleurs, qu'elles le soient ou non. Tu sais, est-ce qu'il a utilisé son appel? Est-ce qu'il a utilisé son téléphone? Est-ce que quelque chose a été volé dans la maison? Est-ce que quelque chose a été déplacé dans la maison? Pourquoi était-elle à l'étage? Y a-t-il une trace de sang entre le premier et le deuxième étage? Nous l'ignorons. Mais tu sais, il y a une différence entre avoir l'air coupable et l'être. Il faut être coupable au-delà de tout doute raisonnable. J'en parle parce que parfois, on perd cette perspective dans notre société. Tu sais, on se dit, c'est lui qui l'a fait parce que, regarde, il a un avocat et regarde sa maison. Et maintenant, tu ne connais pas les faits. Et c'est pour ça qu'il y a si peu d'informations. Les 5 semaines que ça prend, tu sais, on parle de réquisition téléphonique et ce genre de choses. La récupération de certains documents peut parfois prendre 6 semaines. Donc, je travaille sur des affaires, tu sais, des affaires de vol, de fusillade et ce genre de choses, et ça prend du temps pour récupérer tout ça. Obtenir des informations ou des résultats ADN prend du temps, surtout sans savoir si la scène de crime était sanglante. On s'appuie uniquement sur ses propos. Y avait-il du sang? Était-il coagulé? Ce genre de choses arrive dans ces affaires. Qu'a-t-elle fait de sa journée? Pourquoi était-elle chez elle à ce moment? Comment quelqu'un savait-il qu'elle y était? Est-ce qu'elle s'occupait du bébé? Parce que c'est aussi quelque chose d'important. On ne sait même pas si le bébé était à la maison à ce moment-là. Donc, c'est un autre élément qui entre en jeu. On ne sait pas s'il avait le bébé à ce moment-là. Tu n'en as aucune idée. Et c'est ça le problème dans le monde des médias. On veut ces réponses, mais dans le monde de l'enquête, on va trouver ces réponses et on devra répondre aux questions qui découlent de l'enquête. Brooke Hayland faisait un travail très difficile. Tu sais, tu es psychothérapeute et tu sais, ça peut vouloir dire s'occuper de personnes qui ont des problèmes de santé mentale, des personnes qui traversent des moments vraiment difficiles dans leur vie. Tu sais, d'après son profil LinkedIn, elle a travaillé avec des familles, elle a travaillé avec des adolescents, elle a travaillé avec, tu sais, des individus. Quel est le processus? Peux-tu obtenir cela uniquement grâce aux lois IPA? J'imagine que si tu fais partie des forces de l'ordre, tu veux savoir avec qui elle a rencontré, tu sais, avec qui elle a eu des séances, tu sais, et certains des problèmes que ces personnes rencontraient. Quels obstacles les forces de l'ordre pourraient-elles rencontrer pour obtenir ces informations? Eh bien, encore une fois, il y a les lois IPA. Tu vas devoir examiner son dossier quotidien, son emploi du temps journalier, qui sont ces personnes. Tu examines toutes les personnes avec qui elle a eu affaire. Ont-elles un casier judiciaire? Les incidents conjugaux, et on l'a vu à maintes reprises, les problèmes conjugaux peuvent être très volatiles, parfois violents. Et si tu es la personne qui s'occupe des couples et que tu es impliqué, il se peut qu'un côté, l'autre ou les deux deviennent en colère contre toi ou avec toi. Est-ce que cela pourrait en faire partie? On ne sait pas. Alors ils vont faire une enquête approfondie sur elle, sur sa victimologie, sur son histoire, sur les clients qu'elle a rencontrés. Ils vont examiner tout cela. Ils examineront tout ce qui concerne ces aspects, y compris les relevés bancaires et les rapports financiers des deux familles. Ils vont rechercher des incidents de problèmes domestiques entre eux ou avec d'autres personnes, parler aux proches, aux amis et à la famille, ce qu'ils ont probablement déjà fait. Et le fait est que la famille de Brooks a été très discrète au sujet du mari. Donc, on leur a demandé, par le bureau du procureur, de ne pas s'exprimer publiquement. Nous travaillons sur l'affaire. Donc, ils font leur travail en restant silencieux. Je comprends leur douleur et l'horreur de perdre un proche assassiné ainsi, mais il faut établir toutes les circonstances pour identifier la personne responsable. Donc, il va y avoir beaucoup d'étapes à franchir. Ils vont examiner ces dossiers, ils vont interroger ces personnes, et ça prend du temps. Ce n'est pas rapide. On aimerait que ça dure 47 minutes ou moins, sans publicité, comme dans New York Police Judiciaire et d'autres séries. Cela prend du temps. Je pense qu'ils veulent être diligents et qu'ils collaborent aussi avec le bureau du procureur. Le procureur doit prouver sa cause au-delà de tout doute raisonnable. Ils veulent s'assurer que chaque preuve ou raison d'arrêter permette de croire qu'ils pourront poursuivre au-delà de tout doute raisonnable. Oui. Et en raison du manque d'informations disponibles, il est important de noter que nous ne savons pas où en était leur mariage. Je ne dis pas qu'il y avait quoi que ce soit de mal dans le mariage. On ne sait pas, il y a souvent des dossiers financiers. Mais ici, aucune information n'a été rendue publique. Et il n'y a pas non plus beaucoup de commentaires de la part des gens, ce qui, comme tu l'as dit, est probablement dû au fait que les forces de l'ordre demandent à certaines des personnes les plus proches de Brooke Hanlon de ne rien dire pour l'instant. Je suis certain que tous ont été contactés par des médias cherchant des réponses sur cette affaire. Nous verrons quand elles arriveront. David Sarny, ex-détective du NYPD, merci d'être venu sur Law and Crime et d'avoir analysé cette affaire avec nous. Merci beaucoup et prenez soin de vous. Avant de partir, toute personne ayant des informations sur ce qui a pu arriver à Brooke Hanlon
est encouragé à contacter les autorités. Nous suivrons cette histoire de près alors que le mystère continue. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify et retrouvez-nous aussi sur Peacock. Je suis Chris Stewart, à bientôt.